Dièse chapitre 1, les traces dans la neige. Le vent glacial des Alpes françaises sifflait contre les vitres de la voiture, tandis que Clémence et Héloïse progressaient lentement sur la route sinueuse. Les flocons de neige dansaient dans l'air, créant un rideau blanc qui réduisait considérablement leur visibilité. Les deux sœurs avaient quitté Paris la veille, cherchant à s'échapper de leur quotidien stressant pour une semaine de détente dans les montagnes. Clémence, l'aînée, serrait le volant avec détermination. Ses yeux verts scrutaient attentivement la route, tandis que ses longs cheveux bruns étaient négligemment attachés en queue de cheval. À ses côtés, Héloïse feuilletait distraitement un magazine, ses boucles rousses encadrant son visage parsemé de taches de rousseur. Le silence confortable qui régnait dans l'habitacle fut soudainement rompu par un cri de surprise d'Héloïse. « Clémence, arrête la voiture !»« J'ai vu quelque chose bouger là-bas, dans la neige », s'exclama-t-elle en pointant du doigt un point sombre qui contrastait avec la blancheur immaculée du paysage. Clémence ralentit prudemment, guidant le véhicule vers le bas-côté de la route. Les deux sœurs descendirent, leurs bottes s'enfonçant dans la neige profonde. En s'approchant, leurs cœurs se serrèrent à la vue de deux petits chiots, tremblant de froid. C'étaient des créatures magnifiques, avec un pelage épais et des yeux d'un bleu intense qui semblaient presque lumineux. Sans hésiter, elles les enveloppèrent dans leurs écharpes et les ramenèrent dans la chaleur de la voiture. « Comment peuvent-ils être arrivés ici ?» murmura Clémence, perplexe, en observant les alentours déserts. Héloïse, qui caressait doucement l'un des chiots, remarqua quelque chose d'étrange sur son pelage, une marque distinctive, comme un symbole ancien, à peine visible sous les poils épais. « Regarde ça, dit-elle en montrant la marque à sa sœur. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Ces chiens ne sont pas ordinaires, Clem. » Les deux sœurs échangèrent un regard intrigué. Le mystère de leur origine s'épaississait lorsqu'Héloïse aperçut des empreintes dans la neige, s'éloignant vers la forêt dense qui bordait la route. En reprenant leur route vers le prochain village, les chiots s'étaient endormis sur la banquette arrière, pelotonnés l'un contre l'autre. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances orangées qui se reflétaient sur la neige. Les montagnes majestueuses qui les entouraient semblaient garder leur secret, témoins silencieux de cette rencontre improbable. Ce soir-là, en arrivant à la petite auberge de montagne où elles avaient réservé une chambre, les sœurs durent faire preuve d'ingéniosité pour faire entrer discrètement les chiots, dissimulés sous leurs manteaux. Une fois dans la chaleur de leur chambre, elles purent enfin les examiner plus attentivement. « Ces chiots sont exceptionnels », remarqua Clémence en observant leurs traits particuliers. « On dirait qu'ils appartiennent à une race rare. » Elle sortit son téléphone pour faire des recherches, pendant qu'Héloïse préparait un petit coin douillet pour leurs protégés inattendus. Ce qu'elles ignoraient encore, c'était que leur découverte allait les entraîner dans une aventure qui dépassait tout ce qu'elles auraient pu imaginer. Dièse chapitre 2, des découvertes troublantes. Le lendemain matin, la première priorité des sœurs fut de trouver un vétérinaire. Dans le petit village de Saint-Martin-sur-Neige, elles découvrirent le cabinet du docteur Laurent, un homme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant. Dès qu'il vit les chiots, son expression changea subtilement, passant de la surprise à une intense curiosité. « Ce sont des mastins de Mongolie », annonça-t-il après un examen minutieux. Une race extrêmement rare en Europe, particulièrement adaptée au climat rigoureux. Il manipulait les chiots avec une délicatesse presque révérentielle, s'attardant sur la marque mystérieuse que portait l'un d'eux. « Cette marque, elle me rappelle quelque chose que j'ai vu dans un ancien livre sur les traditions mongoles. » Le vétérinaire disparut dans son bureau et revint avec un épais volume relié de cuir. En le feuilletant, il s'arrêta sur une page ornée d'illustrations anciennes. Selon les légendes, certains mastins étaient considérés comme des gardiens sacrés, portant des marques spéciales qui les désignaient comme protecteurs de secrets ancestraux. Pendant qu'il parlait, Héloïse remarqua une photo encadrée sur le mur, montrant un groupe de moines tibétains accompagnés de chiens semblables aux leurs. La date sur la photo remontait à plusieurs décennies. « Ces chiens ont une histoire fascinante », continua le docteur Laurent, mais leur présence ici, dans les Alpes françaises, est pour le moins inhabituelle. En quittant le cabinet, les sœurs avaient plus de questions que de réponses. Sur le chemin du retour vers l'auberge, elles remarquèrent une voiture noire garée à distance, son conducteur semblant les observer. Lorsqu'Héloïse voulut la photographier, le véhicule démarra brusquement et disparut dans une ruelle. De retour dans leur chambre, alors qu'elles donnaient à manger aux chiots qu'elles avaient décidé d'appeler Pierre et Anaïs, le téléphone de Clémence vibra. Un message anonyme s'afficha, « Les gardiens doivent retourner à leur sanctuaire. Vous ne savez pas ce que vous avez trouvé. » Troublée, Clémence montra le message à sa sœur. Héloïse,
qui naviguait sur Internet depuis son ordinateur portable, avait découvert des forums parlant de légendes mongoles. « Regarde ça », dit-elle en montrant l'écran à sa sœur. Il y a des histoires sur des chiens sacrés qui protégeaient des temples secrets dans les montagnes. Certains croient qu'ils existent encore aujourd'hui. Le soir tombait sur le village, et la neige recommençait à tomber doucement. Pierre et Anaïs, qui semblaient plus vigoureux après les soins du vétérinaire, se tenaient près de la fenêtre, leurs yeux bleus fixés sur les montagnes lointaines. Soudain, ils se mirent à gémir doucement, comme s'ils répondaient à un appel que seuls eux pouvaient entendre. « Je pense que nous devrions enquêter davantage sur ces légendes, » suggéra Héloïse, caressant doucement Anaïs pour la calmer. Le docteur. Laurent semblait en savoir plus qu'il ne voulait le dire. Clémence acquiesça, tout en observant Pierre qui grattait maintenant le plancher près de leur sac, comme s'il cherchait quelque chose. Dièse chapitre 3, l'énigme du broche. La nuit était tombée sur le village quand Pierre, le plus vif des deux chiots, commença à s'agiter près du sac d'Héloïse. Ses griffes grattaient frénétiquement la toile, attirant l'attention des deux sœurs. En vidant le sac, elles découvrirent, coincé dans une doublure déchirée, un ancien broche en bronze qu'elles n'avaient jamais vu auparavant. L'objet était magnifiquement ouvragé, représentant deux chiens entrelacés autour d'un symbole complexe. Au centre, des inscriptions en mongol ancien semblaient raconter une histoire oubliée. « C'est impossible », murmura Clémence en examinant le bijou. « Ce sac était vide quand nous sommes partis de Paris. » Héloïse, fascinée par les détails du broche, remarqua que le symbole au centre ressemblait étrangement à la marque sur le pelage d'Anaïs. En manipulant l'objet, elle découvrit qu'il pouvait s'ouvrir, révélant à l'intérieur une carte finement gravée. Les contours suggéraient un lieu dans les montagnes environnantes, avec des annotations en caractères anciens. Pendant qu'elles étudiaient leur découverte, un bruit étrange attira leur attention vers la fenêtre. Dans la pénombre, elles aperçurent une silhouette qui disparut rapidement derrière les arbres enneigés. Les chiots se mirent à gémir doucement, leurs yeux bleus brillant d'une lueur inhabituelle dans la semi-obscurité. Le lendemain matin, déterminées à comprendre la signification de leur découverte, les sœurs se rendirent à la bibliothèque du village. La bibliothécaire, Madame Rousseau, une femme âgée aux yeux pétillants de sagesse, sembla particulièrement intéressée par leur histoire. « Les montagnes gardent leurs secrets depuis des siècles », dit-elle en les guidant vers une section consacrée aux légendes locales. Il y a des histoires sur d'anciens monastères cachés dans ces sommets, protégés par des gardiens au pouvoir mystérieux. Elle sortit un vieux manuscrit d'un tiroir fermé à clé. Ce document parle d'une lignée sacrée de chiens, marquée par les étoiles, destinée à protéger un savoir ancestral. Pendant qu'elle consultait les documents, Pierre et Anaïs, dissimulés dans leur grand sac, réagissaient étrangement à certaines pages du manuscrit. Leur petit corps frémissait, comme s'ils reconnaissaient quelque chose dans ces textes anciens. Madame Rousseau observait leur réaction avec un intérêt particulier. « Les légendes parlent d'un temple secret, » continua-t-elle en baissant la voix, construit il y a des siècles par des moines venus d'Orient. Ils auraient choisi ces montagnes pour leur ressemblance avec leur terre natale. Elle désigna une illustration montrant un édifice niché dans les hauteurs, gardé par des chiens semblables à Pierre et Anaïs. En quittant la bibliothèque, les sœurs remarquèrent que la neige avait recommencé à tomber, effaçant progressivement leurs traces. Dans la rue principale du village, elles croisèrent un groupe de randonneurs aux traits asiatiques qui s'arrêtèrent net en apercevant les sacs où se cachaient les chiots. L'un d'eux murmura quelque chose dans une langue étrangère, avant qu'ils ne disparaissent rapidement dans une ruelle. Dièse chapitre 4, les signes du destin. De retour à l'auberge, Clémence et Héloïse étalèrent leur découverte sur le lit, le broche mystérieux, les photocopies des documents de la bibliothèque et leurs notes griffonnées. En comparant la carte gravée dans le broche avec une carte moderne de la région, elles remarquèrent une concordance troublante, un sommet isolé, non loin de leur position actuelle. Soudain, Anaïs se redressa, les oreilles dressées. Un son mélodieux, presque imperceptible, semblait flotter dans l'air. Pierre la rejoignit près de la fenêtre, et ensemble, ils commencèrent à émettre un doux ululement qui résonnait en harmonie avec cette mystérieuse mélodie. Les sœurs échangèrent un regard stupéfait, jamais elles n'avaient entendu des chiots produire un tel son. « Regardez !» s'exclama Héloïse en pointant vers le ciel. Des aurores boréales, phénomène rarissime dans les Alpes, dansaient au-dessus des montagnes. Les lumières vertes et violettes ondulaient doucement, formant des motifs qui rappelaient étrangement les symboles gravés sur le broche. Un coup discret à leur porte les fit sursauter. En ouvrant, elles découvrirent une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une note écrite à la main en français et en mongol,
les gardiens appellent leurs protecteurs. Le temps est venu. Cette nuit-là, alors que le village dormait sous son manteau de neige, les chiots manifestèrent une agitation inhabituelle. Pierre grattait frénétiquement le plancher près de leur sac, tandis qu'Anaïs fixait intensément les montagnes à travers la fenêtre. En les observant, Clémence remarqua que la marque sur le pelage d'Anaïs semblait légèrement briller dans l'obscurité. Le lendemain matin, elles décidèrent d'explorer les environs du sommet indiqué sur la carte. En préparant leur équipement, elles reçurent la visite inattendue de Madame Rousseau. La bibliothécaire leur apportait un ancien pendentif en jade, représentant 2 chiens enlacés. « Ceci appartient à l'histoire que vous cherchez à comprendre, dit-elle mystérieusement. Il vous guidera quand le moment sera venu. » Elle caressa doucement les chiots avant de partir, murmurant des mots dans une langue que les sœurs ne comprenaient pas. Pendant leur préparation, Héloïse découvrit que le pendentif s'assemblait parfaitement avec le broche, formant une sorte de boussole. Les chiots, de plus en plus vigoureux, semblaient comprendre ce qui se passait. Leurs yeux bleus brillaient d'une intelligence presque surnaturelle, et leur comportement suggérait qu'ils connaissaient le chemin à suivre. Dièse chapitre 5, le chemin des anciens l'aube se levait à peine quand Clémence et Héloïse commencèrent leur ascension vers le mystérieux sommet. Pierre et Anaïs, installés dans leur sac à dos spécialement aménagé, semblaient plus éveillés et alertes que jamais. La neige crissait sous leurs pas tandis qu'elles suivaient les indications de leur étrange boussole composite. Au fur et à mesure qu'elles progressaient en altitude, le paysage se transformait subtilement. Des formations rocheuses inhabituelles apparaissaient, certaines gravées de symboles à moitié effacés par le temps. Héloïse remarqua que ces symboles ressemblaient étrangement à ceux du broche et du pendentif. Soudain, Pierre et Anaïs commencèrent à s'agiter dans leur sac. Un son cristallin résonnait dans l'air raréfié, comme le tintement lointain de clochettes. Les chiots répondirent par leur étrange ululement harmonieux, créant une mélodie qui semblait danser dans le vent glacial. « Regardez !» s'exclama Clémence en pointant vers une paroi rocheuse. Une série de marches anciennes, presque invisibles sous la neige, grimpaient le long de la falaise. Les traces étaient si bien dissimulées qu'elles auraient été impossibles à repérer sans l'agitation des chiots. En suivant ces marches, elles découvrirent une grotte dont l'entrée était ornée de gravures similaires à la marque d'Anaïs. À l'intérieur, des cristaux naturels émettaient une douce lueur bleutée, rappelant la couleur des yeux des chiots. Le pendentif en jade commença à vibrer légèrement entre leurs mains. Au fond de la grotte, elles trouvèrent une fresque murale extraordinaire. Elle représentait une procession de moines accompagnés de mastins de Mongolie, tous marqués de symboles similaires à celui d'Anaïs. La fresque semblait raconter une histoire, celle d'un savoir sacré confié à la garde de ces chiens extraordinaires. Pendant qu'elles examinaient la fresque, Pierre et Anaïs se mirent à gratter le sol avec insistance. Sous une fine couche de poussière, elles découvrirent une dalle gravée. Le pendentif et le broche, une fois réunis, s'adaptaient parfaitement à une encoche au centre de la dalle. À ce moment précis, des pas résonnèrent à l'entrée de la grotte. Une silhouette se découpa dans la lumière, c'était Madame Rousseau, mais elle ne portait plus ses vêtements de bibliothécaire. Elle était vêtue d'une robe traditionnelle mongole, brodée de symboles identiques à ceux qui ornaient les murs. Dièse chapitre 6, les gardiens du temple, je vous attendais, dit Madame Rousseau en s'avançant dans la grotte. Ces petits nous ont guidés exactement où nous devions être. Elle s'agenouilla devant Pierre et Anaïs, qui s'approchèrent d'elle avec une familiarité surprenante. « Je suis la gardienne des traditions, expliqua-t-elle. Notre ordre protège depuis des siècles un savoir ancestral, transmis de génération en génération. Les mastins de Mongolie sont nos guides et nos protecteurs, dotés d'une sensibilité particulière aux énergies anciennes. » En plaçant le pendentif et le broche dans l'encoche de la dalle, un mécanisme s'enclencha silencieusement. Une partie de la paroi rocheuse coulissa, révélant un passage secret. Une lumière dorée émanait de l'ouverture, accompagnée d'une douce mélodie de carillon. Pierre et Anaïs sont les derniers nés d'une lignée sacrée, poursuivit Madame Rousseau. Leur présence ici n'est pas un hasard. Ils vous ont choisi, Clémence et Héloïse, pour les guider jusqu'à nous. Leur instinct les a menés exactement où ils devaient être. Le passage menait à une vaste salle souterraine, un temple caché préservé du temps. Des moines en robe safran méditaient paisiblement, entourés d'autres mastins adultes qui portaient tous des marques similaires à celles d'Anaïs. Sur les murs, des fresques racontaient l'histoire complète, ces chiens extraordinaires étaient les gardiens d'une sagesse millénaire, capables de percevoir et de guider ceux qui étaient destinés à préserver ces connaissances. Votre rencontre avec les chiots était écrite, sourit Madame Rousseau.
Nous savions qu'ils trouveraient leur chemin jusqu'ici, guidés par leur instinct ancestral. Mais nous avions besoin de personnes au cœur pur pour les accompagner, des âmes capables de comprendre et de respecter nos traditions. Pierre et Anaïs couraient maintenant joyeusement parmi leurs semblables, comme s'ils avaient enfin trouvé leur vraie maison. Pourtant, ils revenaient régulièrement vers les deux sœurs, montrant leur attachement. « Vous avez maintenant un choix à faire », annonça Madame Rousseau. « Vous pouvez devenir part de notre communauté, apprendre nos traditions et participer à la préservation de ce savoir ancien. Pierre et Anaïs ont créé un lien spécial avec vous, et ce lien est sacré. » Clémence et Héloïse se regardèrent, comprenant que leur simple voyage dans les Alpes s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. Leur aventure ne faisait que commencer, ouvrant la porte à un monde de sagesse et de mystère qu'elles n'auraient jamais imaginé découvrir. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette aventure extraordinaire de Clémence et Héloïse vous a transporté dans un monde de mystère et de magie. Pour découvrir d'autres histoires fascinantes comme celle-ci, nous avons créé une playlist spéciale que vous trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons de nouvelles histoires qui explorent les mystères de notre monde. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos impressions et vos théories sur les secrets que gardent encore les montagnes. À très bientôt pour de nouvelles aventures.